Kaneda. Tetsuo Kaneda. Tetsuo. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Kaneda. Longtemps en France, la culture japonaise s'est limitée à l'import de dessins animés pour enfants, plus ou moins réussis, certains très, certains pas vraiment. Jusqu'au début des années 90, où faute d'argent et parce qu'il ne restait plus rien à se mettre sous la main, les sbires des sombres heures de TF1 importèrent tout et n'importe quoi en prétendant qu'il s'agissait de programmes jeunesse, là où au Japon, des séries comme Hokuto no Ken ou City Hunter, alias Nicky Larson, étaient réservées à un public adulte. Mais c'est une autre histoire. Il a fallu en tout cas attendre le tout début des années 90 pour que survienne une déflagration. D'abord passée par des cassettes VHS, puis par l'importation du manga par Glénat et enfin par une sortie en salle il y a presque 30 ans, jour pour jour. C'était le 8 mai 1991. Akira de Katsuhiro Otomo a fait basculer les productions japonaises en Occident dans l'âge adulte. Tetsuo, est-ce que tu m'entends? Quoi? Dis-moi ce qu'il y a. Wow. Oh, ça a l'air moche, vraiment moche. Hé, toi! Arrête! Il faut l'emmener à l'hôpital, vite. Appelez une ambulance. Il faut pas le bouger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, regardez! Oh mon Dieu! Quoi? C'est quoi ça? Oh! Là, regardez! Voilà, extrait de la version française corrigée par ailleurs de Akira, de l'animé de Katsuhiro Otomo. Peut-être un mot, Mathieu Pinon, justement sur ce contexte que je décrivais de l'import. On a l'impression, et on a souvent valorisé le Club Dorothée notamment, Jean-Luc Azoulay, d'avoir importé les mangas en France, mais il y a vraiment un changement de régime qui se passe avec Akira, non? Totalement, c'est-à-dire qu'avant même de parler de Jean-Luc Azoulay, on avait déjà des dessins animés japonais qui avaient été importés à l'époque de Récréa 2, d'Amuse 3. On pourrait même citer Ulysse 31 dans le début des années 80 qui avait été une coproduction franco-japonaise. Les Cités d'Or est également une coproduction franco-japonaise. Donc on était déjà habitué à ça parce que tout simplement en France on a des animateurs qui sont très doués mais on n'a pas autant de puissance de feu. Donc pour pouvoir avoir des dessins animés prêts à être diffusés, c'était plus facile d'aller acheter au Japon. Et donc on avait cette image du dessin animé égal produit pour enfants. Une image qui était également soutenue par les dessins animés Disney, avec le Disney de Noël qu'on va tous voir en famille. Donc c'est quelque chose qui était vraiment ancré dans l'inconscient collectif. Et quand Akira est arrivé, ça a été une véritable claque, puisque c'était un grand film de science-fiction. La référence que beaucoup faisaient à l'époque, c'était Blade Runner. Mm-hmm. Et Blade Runner, on va pas le montrer à un enfant. Donc on pouvait avoir un film de science-fiction avec des propos totalement adultes qui étaient tenus, des thématiques bien lourde, mais réalisée en animation. Et ça a vraiment été une première révélation. Puis ensuite, le public a découvert qu'aux origines de ce film d'animation, il y avait le manga, et que donc il y avait toute une bande dessinée au Japon qui pouvait aller bien au-delà de les gentils contre les méchants, protégeons la Terre contre les vilains extraterrestres, et j'en passe, qui allait chercher des thématiques beaucoup plus lourdes et moins manichéennes. Je vous interdirais de dire du mal de Gonaga à ce micro, sinon on va se battre et ce serait un peu sale, surtout en direct. Denis Taillandier, peut-être un mot sur la réception, ou en tout cas la place. On va parler pour le moment de l'animé, on va revenir évidemment en arrière ensuite sur le manga, mais le film de Akira d'Otomo qui sort en 88, 3 ans avant la France, quelle est la réception de ce film au Japon ? Il a eu un énorme succès. Le manga, lui aussi, avait déjà connu un succès relatif et qui a permis justement au magazine de prépublication Weekly Young Magazine de s'imposer, puisqu'ils ont tiré un peu plus d'1 million d'exemplaires, il me semble, à ce moment-là. Et de faire croître justement ce dont parlait Mathieu à l'instant, c'est ces mangas qui sont destinés à de jeunes adultes aussi au Japon. Un peu différent des mangas à la Tezuka qui sont un petit peu plus pour les plus jeunes, dans la veine des Gekiga, etc. On va revenir sur les Gekiga, sur ce que c'est exactement, bien sûr, mais je vous en prie, allez-y. Et c'est ce qui a permis justement à Otomo, à peu près au
4e tome du volume relié, il me semble, de se lancer dans l'aventure de la réalisation de l'animé avec un budget colossal à ce moment-là. Plusieurs studios qui coopèrent pour l'aider à produire l'animé et au moment où il sort, il est tout de suite numéro 1 au box-office en 88. Mathieu Pinon, vous aviez l'air de discuter un peu, en tout cas, le succès relatif de l'animé au Japon. C'est-à-dire que on peut considérer ça comme un grand succès. Il était 6e, je crois, au box-office cette année-là. Il a rapporté 1,9 milliard de yens au box-office, ce qui est assez considérable à l'époque. Et il en avait coûté 1,1 Mais par milliard. contre, il en avait coûté 1,1, ce qui fait que quand on voit le rapport entre les bénéfices et le coût de production, il n'a même pas rapporté sa mise. Il a rapporté à peu près 75 à 80% de sa mise, ce qui finalement pour un film n'est pas énorme. Donc dans l'absolu au box-office, ça paraissait gigantesque, mais quand on connaît les coûts de production qu'il a engendré, c'est finalement d'un point de vue relatif, on peut un peu calmer le succès. La question que je voulais vous poser, Denis Taillandier, surtout, c'est est-ce que Akira ou l'animé, et encore une fois, on va refaire marche arrière dans quelques instants, mais est-ce que l'animé a un impact aussi fort au Japon qu'il peut avoir en Occident, ou est-ce que la production d'animé au Japon est évidemment très différente? Est-ce que le film finalement est un succès parmi tant d'autres? Non, je pense qu'il a réellement un impact, mais il a surtout effectivement un impact peut-être a posteriori, à partir du moment où le film sort aux États-Unis et reçoit, enfin, il n'est pas reçu si bien que ça au départ, mais commence à être de plus en plus connu après à l'international. C'est à ce moment-là qu'en fait le retour de ce succès international qui le fait voir sous un jour nouveau au Japon. Oui. Il y a un peu un effet rétrospectif, parce qu'en tout cas c'est le cas en France. En France, il fait 200 000 entrées, ce qui est pas énorme, mais c'est vraiment un succès qui va se construire sur le moyen et le long terme, Mathieu Pinon. Le succès s'est vraiment généré en 3 étapes, selon moi. Il y a eu la première étape, donc très très confidentielle, avec la cassette qui se passait sous le manteau, parce que c'était des copies de cassettes venues du Japon. Parfois, beaucoup l'ont regardé au début en version japonaise sans à peu près rien comprendre des dialogues. Puis il y a eu la sortie cinéma, et enfin le troisième tremplin qui a été gigantesque, ça a été la diffusion sur Canal+. Et là, ceux qui avaient le décodeur, généralement, avaient les moyens également de se payer un magnétoscope, et donc la cassette en version française a circulé dans les cours de lycée, tout le monde voulait absolument voir ce film. Oui. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 diffusions seulement sur Canal+, directement télévisé, et l'enregistrement pirate bootleg a circulé comme pas permis chez les adolescents. C'est comme ça que je l'ai vu par ailleurs. C'est avec nous sommes deux. Avec la cassette Canal+. Peut-être qu'on peut revenir donc aux origines de Denis Taillandier. Katsuhiro Otomo, qui est-il? Quelle est la place d'Akira, ou en tout cas de ce manga, quand il commence à le dessiner dès 1982? Est-ce qu'on peut faire peut-être petite mise au point biographique? Bien sûr, Otomo Katsuhiro, lui, il est originaire non pas de la métropole, il n'est pas de Tokyo, il est loin des grandes villes, il est né dans la préfecture de Miyagi, au nord-est du Japon, un peu au-dessus de la ville de Sendai. Il a souvent voyagé justement de sa ville un peu campagnarde vers Sendai pour découvrir un peu ce qu'il faisait en termes de production artistique, manga, etc. Et il part ensuite à Tokyo pour se lancer dans l'aventure, dessiner, etc. Ses premiers mangas sont très noirs, ils sont plutôt justement issus de la veine Gekiga, destinée plutôt à un public adulte. Voilà, précisez-nous exactement ce qu'on entend par Gekiga, c'est quoi? Parce qu'effectivement, manga, expliquez-nous exactement comment est-ce qu'on catégorise un peu ces différents types de bandes dessinées. Bien sûr, il faut revenir peut-être à Tezuka Osamu au lendemain de la guerre, qui devient justement le dieu du manga au Japon, etc. et qui dessine des story comics qui sont plutôt destinés, adressés aux enfants, des story manga comme on les appelle. Et pour Tezuka, c'est Astro Boy, je me trompe pas. Oui, tout à fait. Entre autres. Tout à fait. Entre autres. Et pour sortir un peu de cette veine du story manga à la Tezuka, plusieurs mangaka se lancent à partir de la seconde moitié des années 50 dans ce qu'ils appellent le Gekiga. C'est un terme qui a été employé par un jeune mangaka du nom de Tatsumi Yoshihiro.
et qui décrit en fait un nouveau style de manga plus adulte, plus sérieux, plus réaliste et un peu plus centré sur l'histoire, avec un découpage plus cinématographique que les mangas qui se faisaient alors et qui sont beaucoup plus noirs. Si je puis me permettre un petit supplément, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La principale distinction qu'on peut faire entre le manga et le gekiga, c'est que certes le manga, on pouvait penser que ça s'adressait au public enfantin, mais c'était surtout quelque chose de tout public que les adultes pouvaient lire, mais on avait une histoire qui était très premier degré, une belle histoire d'aventure dans laquelle on s'évade, on part dans le continent africain avec le roi Léo, et le gekiga, lui, avait plus un côté un peu plus revendicatif, un peu plus prolétaire, syndicaliste, c'est-à-dire qu'on était dans un Japon qui commençait à aller mal, et des dessinateurs trouvaient que la bande dessinée était un médium parfait pour parler des problèmes que rencontrait notamment la classe ouvrière. Et donc c'est ce qu'on va retrouver justement avec Tatsumi, qui en est le plus grand représentant, avec des héros qui sont souvent des ouvriers, des chômeurs sans le sou, qui vont dans les maisons de passe, qui vivent une vie assez glauque dans un Tokyo en plein délabrement. Denis Taillandier, justement, alors on entend que c'est effectivement ce que commence à faire Otomo. Comment se passe le point de départ d'Akira? C'est une commande, je crois. Hein. Oui, tout à fait. C'est une commande. C'est une commande. Il avait donc déjà publié, pour revenir un petit peu sur le gekiga, il avait publié en fait dans des magazines de prépublication de gekiga, parfois des gekiga érotiques. Donc avec un trait assez noir et exactement comme Mathieu vient de le décrire, ces héros ne sont pas encore spécialement plutôt des enfants ou des personnes âgées, mais des personnes désœuvrées, un petit peu perdues, livrées à elles-mêmes, solitaires, qui sont assez violents, avec du sexe à l'intérieur, etc. Et sur une commande, il se met à dessiner Akira. Akira, d'ailleurs, je crois que son éditeur lui dit je veux pas une histoire trop longue, hein, je veux quelque chose d'assez ramassé, d'assez court, et c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est pas du tout ce qui s'est passé, pour une simple et bonne raison, c'est que quand il a commencé à faire Akira, en fait, il s'est inspiré justement d'un manga. Donc quand on parlait de story manga, Otomo a vraiment été bercé par des grands auteurs de manga, donc notamment Tezuka, à qui il a rendu hommage dans une première nouvelle très très glauque de science-fiction, où l'humanité fait face à une intelligence artificielle qu'il a appelée Atome, donc directement en référence à Tetsuan Atome, alias Astro le petit robot. Atom Boy, ouais. Ensuite, il a fait un titre très court, justement, c'était quelque chose que Kodansha lui avait demandé. Il a fait un titre qui s'appelle Domu, Rêve d'enfant, qui est disponible en français, et qui parle de l'affrontement entre une petite fille et un vieillard qui ont des pouvoirs espères, dans un immeuble de banlieue tokyoïte. Et la petite fille s'appelle Etchan, en hommage à Sarutobi Etchan de Ishinomori, qui est un deuxième mangaka qu'il vénérait. Et pour commencer Akira, donc, il s'est inspiré d'un autre mangaka, Mitsuteru Yokoyama, qui a fait un manga qui s'appelle Tetsujin Nijuhachi, ou Tetsujin 28. Numéro 28, oui. L'homme de fer numéro 28, si on veut. On a énormément de clins d'œil qui font vraiment directement référence, et la trame... le numéro 28, déjà. Ne serait-ce que le numéro 28. Tetsujin, on va avoir un personnage qui s'appelle Tetsuo dans le manga. Le héros du manga de Yokoyama s'appelle Shotaro Kaneda. C'est le nom du personnage principal dans Akira. Donc vraiment, les liens sont directs et à peine masqués. Et donc, il pensait pouvoir faire quelque chose qui durerait l'espace de 200, 300 pages. Et au final, ça en fait plus de 2000. Oui, c'est à 2200 planches. Denis Taillandier, vous voulez réagir? Oui, non, c'est exactement ça. Je veux dire, les références à l'homme de fer numéro 28 sont vraiment très très nombreuses. Donc Mathieu parlait de Shotaro Kaneda, le jeune héros. Le professeur qui développe avec l'aide du père de Shotaro le robot, Tetsujin Nijuhachigo, s'appelle lui Shikishima, donc le nom du colonel dans Akira. Et le meilleur ami de Shotaro dans l'homme de fer numéro 28 s'appelle Tetsuo. On retrouve aussi, par exemple, le nom de Ryu Saku, le membre du mouvement de résistance anti-gouvernementale dans Akira. Il y a énormément de références. On va justement peut-être dire un mot de ce qu'est Akira, de raconter un peu l'histoire pour les auditrices ou les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, mais on en écoute un petit extrait d'abord. Colonel, par ici, s'il vous plaît.
Excusez-moi de vous avoir dérangé en vous faisant venir ici, mais nous avons quelque chose que nous voulions vous montrer tout de suite. Nous avons répliqué l'aura de ce jeune garçon que vous avez amené ici. Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. Quelque chose à voir avec son contact avec le numéro 26, ou bien alors... Avez-vous commencé la comparaison avec le modèle Akira? C'est ce que nous allons faire maintenant. Ceci n'est qu'une projection basée sur des informations diverses. C'est difficile à comparer, mais il semble que l'aura de ce jeune garçon peut être une piste pour nous aider à résoudre le mystère Akira. Bien. Alors allez-y. Merci, colonel. Nous ne devrions pas tarder à savoir si nous sommes sur la bonne voie. Il y a un certain risque, évidemment, mais nous envisageons d'utiliser la centrifugeuse du niveau 7. Vous croyez que ça ira? Faites-moi confiance. Imbécile! Ce n'est pas ça que je vous demande. Si vous pouvez synthétiser ce truc d'Akira, pouvez-vous m'assurer que nous serons capables de la contrôler cette fois? Eh bien, mais je... Les gens ont la mémoire courte. Je sais, mais si nous rassemblons d'autres informations en utilisant nos nouveaux sensors, et si nous effectuons des analyses en assistance informatique, alors croyez-moi, colonel, on peut s'en sortir. J'ai l'impression qu'on ferait mieux de ne pas toucher à cette force. Colonel, nous ne pouvons plus reculer. Voilà. Vous aurez peut-être reconnu la voix du colonel Shikishima qui est interprétée par Pierre Attet, qui est également la voix française très connue de plusieurs dessins animés. Il jouait Gomez dans Les Cités d'Or, il jouait évidemment le Doc Brown dans Retour vers le futur et il a doublé Christopher Lloyd. Un mot du coup, allez Mathieu Pinon, c'est un peu une sorte de défi. Comment est-ce qu'on résume et comment est-ce qu'on donne envie à nos auditrices et nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu ou vu Akira de se plonger dans cette œuvre? Alors, pour résumer grossièrement le début, c'est parce que c'est un manga qui brasse tellement de choses que forcément je vais laisser sur le côté de la route. C'est voilà. Et Denis Taillandier fera voilà, essayer de compléter les manques. Tout commence avec une gigantesque explosion qui rase Tokyo. Alors déjà, avant d'aller plus loin, Otomo voulait bien marquer Akira dans son époque. Ce qui fait que la date de l'explosion varie selon le médium. Dans la bande dessinée, elle commence en 82, qui était la date de parution de la bande dessinée. Et ceux qui sont allés voir le film dès sa sortie, en juillet 1988, au Japon, la date de l'explosion, c'est le 16 juillet 1988, date de sortie du film. Donc, suite à cette explosion, commence la Troisième Guerre mondiale. Et l'histoire même d'Akira commence 31 ans plus tard, en 2019, dans la ville de Neo-Tokyo, qui s'est donc reconstruite sur les ruines de la capitale japonaise détruite pendant la Troisième Guerre mondiale. Et on va suivre des espèces de petits voyous, des petites racailles désœuvrés, désabusés, qui passent leur temps à draguer les filles, à se droguer et surtout à aller se castagner à moto sur le périphérique. Il y a plusieurs clans qui se castagnent. Il y a notamment le camp des clowns, qui sont tous maquillés comme des clowns, justement, et le clan des pilules, dirigé par Kaneda, qui a un blouson rouge avec une gigantesque pilule dessus. Donc on devine comment ils se droguent, justement. Et c'est un soir où donc ils sont tranquillement en train de se bastonner à coups de baramine sur le périphérique, que parmi les deux principaux personnages du camp des pilules, il y a Kaneda qui est le leader et Tetsuo qui est un peu plus en retrait, qui est un peu la tête de turc de l'équipe et qui n'a qu'une envie, c'est devenir calife à la place du calife, si on peut le dire. Donc qui commence à prendre un petit peu d'arrogance, qui va à fond les ballons et sur le périph', il croise une espèce de petit garçon. Alors on sait pas trop. C'est un garçon au niveau de son look, on dirait un enfant de 8 ans, mais il a le visage d'un vieillard, il est complètement rachitique, avec une peau bleuâtre. Et donc quand il voit cette espèce de petit schtroumpf, il fait tout pour l'éviter. Il glisse et il se percute sur une espèce de bouclier de protection invisible de cet enfant. Tous ses copains arrivent, s'inquiètent, des hélicoptères débarquent pour embarquer le jeune Tetsuo qui vient. Donc c'était la séquence qu'on a entendue au tout début, c'était le premier extrait de l'émission. Des hélicoptères arrivent, c'est l'armée. Il s'avère que l'armée fait des expériences sur des enfants pour en faire des personnages avec des pouvoirs parapsychiques. Et à partir de là, tout le monde va vouloir récupérer Tetsuo dans un premier temps, et Akira, qui serait donc le numéro 28, la 28e expérimentation, qui serait l'enfant le plus puissant
qu'a pu produire l'armée à l'heure actuelle. Et donc Tetsuo va vouloir le récupérer pour pouvoir se soigner. Kaneda va vouloir le récupérer pour pouvoir récupérer son pote Tetsuo. L'armée veut le récupérer pour pouvoir avoir le pouvoir absolu et prendre un petit peu sa revanche pour cette Troisième Guerre mondiale. Mais on a également des sectes qui vont vouloir récupérer Akira, à qui ils attribuent un statut quasi divin. Et donc toutes ces personnes ont cette quête de Akira, et c'est à partir de là que toute l'intrigue se développe. Et je n'en dis pas plus parce que sinon je vais vous gâcher le plaisir de la lecture. Denis Taillandier, si vous deviez compléter, nous donner votre propre résumé ou ajouter quelque chose. Ouais, non, je pense que Mathieu a fait un très bon résumé. Ce serait dommage de gâcher le plaisir pour les éventuels lecteurs. Mais je pense qu'il résume très bien là le début, qui permet en fait de mettre en relation à la fois le manga et l'animé, dont le point de départ est relativement similaire. Les différences s'accroissent beaucoup plus à partir du deuxième ou du troisième volume broché, où beaucoup de choses sont un peu différentes, notamment en ce qui concerne la thématique un peu mystique. Mathieu parlait justement de ces sectes, des nouvelles religions qui veulent récupérer Akira, où on se rend compte dans le manga qu'en fait la vieille femme à la tête d'une de ces sectes était en fait une jeune enfant qui avait elle aussi subi les tests de l'armée au moment où Akira a fait exploser la première bombe psychique et dévasté Tokyo. Et c'est ce qui est une intrigue qui est vraiment propre au manga, et qui est vraiment devenu un personnage quasiment secondaire. On l'aperçoit, oui, quelques secondes dans le long métrage. Pourquoi selon vous, Denis Taillandier, Akira est si important? Qu'est-ce qu'il marque? Et plutôt, parlez-nous du point de vue du Japon. Pourquoi est-ce que ce manga-là reçoit bien le succès qu'on lui connaît? Qu'est-ce qu'il rencontre? Pourquoi, et quel est le rapport également qu'il induit vis-à-vis de la science-fiction, qui est différent de ce qui se faisait auparavant? Vis-à-vis de la science-fiction, je pense que déjà, il répond un petit peu à cette envie de Otomo, justement, de rendre hommage. On parlait de l'homme de fer numéro 28, mais tout à l'heure, Mathieu évoquait le fait que, selon le médium, justement, la date de départ de la narration était différente. Il est intéressant de noter, justement, que 2019, c'est justement en 82 l'année où se passe l'action dans le film Blade Runner. Donc il y a aussi un petit lien avec ce film-là, mais c'est surtout, il me semble, au Japon, beaucoup d'écrivains, d'essayistes, de critiques aussi ont noté que par rapport notamment à des écrivains comme Murakami Ryu ou Murakami Haruki qui ont beaucoup écrit à propos des années 60. Otomo, c'est un des premiers qui va prendre les années 70 à bras-le-corps. Mathieu parlait tout à l'heure justement des gens un peu laissés à eux-mêmes, des ouvriers sans le sou, etc. Et c'est un des premiers qui va s'intéresser à ça, utiliser ça et essayer de le mettre en avant au Japon. Mathieu Pinon, oui. Je rebondis totalement là-dessus, et je pense que Denis pourra certainement être plus précis que moi, mais ce qui est très intéressant dans Akira, c'est qu'en filigrane, on a un condensé de l'histoire contemporaine du Japon post-Deuxième Guerre mondiale. On retrouve à peu près tout, c'est-à-dire qu'on retrouve, certes, évidemment, la bombe atomique dans la première explosion au début, mais on va également retrouver l'exode vers Tokyo. Tokyo, qui tout le monde est monté là-bas, et la vie atroce des ouvriers qui vivent les uns sur les autres, qui n'ont pas de sous, qui vont tous les soirs dans les rades pour oublier, qui vivent dans des clapiers. Ils sont là pour reconstruire la capitale, mais eux sont vraiment les laissés pour compte. C'est ce qu'on retrouve à travers ces espèces de petits punks qui vont se tabasser parce qu'ils ont rien de mieux à faire. Mais ces petits punks qui vont tabasser, c'est aussi un lien direct avec les révolutions estudiantines de 1968 qui ont été extrêmement violente au Japon, bien plus qu'en France. Il y a eu des morts, il y a eu des révolutions de mineurs également à l'époque, donc des révolutions syndicales qu'on retrouve qui sont très 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 fortes. Tout ça, vraiment, on le retrouve, et c'est également cristallisé par le fait que l'intrigue se déroule en 2019 à l'orée des Jeux Olympiques de 2020 dans Akira, dans la fiction. Et ça, c'est directement en lien avec les Jeux Olympiques de 1964 de Tokyo, pour lequel il y a eu un effort considérable humain qui a été demandé pour pouvoir construire les stades, construire le Shinkansen, le train à grande vitesse, qui a été vraiment quelque chose de futuriste et d'inventif. Et tout ça, toute cette atmosphère
nucléaire d'une trentaine d'années après la Deuxième Guerre mondiale s'est cristallisé dans Akira. Il y a vraiment une espèce de condensé de l'histoire japonaise contemporaine. Mais alors, j'ai l'impression tout de même que quand on parle de l'animation japonaise en règle générale, on a souvent tendance, pas seulement d'ailleurs, c'est pas uniquement de l'animation d'ailleurs, du cinéma japonais de la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment du cinéma fantastique ou du cinéma de science-fiction, l'idée que ce soit un condensé du traumatisme nucléaire, c'est un peu une sorte de topo. C'est vrai pour Godzilla, c'est vrai pour les kaiju, c'est vrai pour les mechas, c'est vrai pour finalement toute une partie de l'imaginaire de science-fiction du Japon. En quoi Akira pousse peut-être cette incarnation de cette société de la deuxième moitié du XXe siècle un cran plus loin? Selon moi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais selon moi, ce qui pousse Akira un cran plus loin par rapport à toute la production qu'on avait pu avoir dans le divertissement japonais, et là j'insiste bien sur le principe du divertissement, c'est que quand je disais tout à l'heure en plaisantant, il faut protéger la Terre des méchants extraterrestres. En 1979, on a eu un grand boom avec Gundam. On a eu des fresques space opéra qui commençaient à complexifier un petit peu le propos avec des grandes intrigues géopolitiques, mais à l'échelle cosmique. Mais on restait quand même, par rapport à Go Nagai, tous les grands robots, on avait quelque chose qui était très manichéen. On avait vraiment d'un côté les gentils et les méchants. Et dans Akira, on peut pas savoir. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Il y a vraiment tout le monde qui a un côté clair-obscur. On pourrait en vouloir au colonel Shikishima, par exemple, qui est vraiment un militaire qui a quasiment un peu la figure du salaud quand même. Qui a quasiment fait un coup d'État, puisque c'est l'armée qui a les pleins pouvoirs. Enfin, il fait un coup d'État littéralement dans le manga. Il prend les pleins pouvoirs. Mais d'un autre côté, quand on le voit, il est extrêmement paternaliste envers les enfants qui ont subi les expériences. Et les numéros 25, 26 et 27, il les couve comme un père. Donc finalement, c'était pas tant un salaud que ça. Tetsuo qui se retrouve avec des pouvoirs débordants, on pourrait croire que c'est juste une menace, mais en fait c'est juste un gamin paumé qui se retrouve avec un pouvoir qu'il espérait obtenir, et à grand pouvoir, grande responsabilité qu'il est incapable de gérer. Vous n'allez pas sortir du Marvel à ce micro parce que vous allez pas terminer. Et j'en passe. Même Kaneda, qui est censé être le héros qui va nous sauver tous de la menace, c'est vraiment juste une espèce de petit junkie de banlieue qui a rien pour lui. Donc c'est ça qui, je trouve, est très intéressant et qui ancre Akira dans une certaine réalité. On a des personnages qui ne sont pas tout purs ou tout obscurs. Denis Taillandier, votre opinion à ce propos? Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mathieu évoquait les violences estudines au Japon. Il faut savoir justement que ça démarre de manière moins brutale, c'est-à-dire que la société voit d'ailleurs en fait ces syndicats étudiants protester contre la guerre du Vietnam, empêcher par exemple l'arrivée du porte-avions Enterprise, du porte-avions nucléaire américain, et le voit d'un bon œil, c'est-à-dire ils sont plutôt contre la guerre, etc. Et à partir des années 70, les choses changent. Les syndicats étudiants, qui s'appelaient à l'époque Zen Kyoto, deviennent beaucoup plus radicaux. Et ils se transforment à partir de la fin des années 60-69 en armée rouge, Sekigun, et on voit justement des factions avec une idéologie qui est beaucoup plus révolutionnaire, un peu à la Trotsky, et qui est mondiale. Ils sont influencés un peu par les modèles étrangers, les guérillas menées par les révolutionnaires cubains, palestiniens ou vietnamiens, et ils sont convaincus que le monde peut changer. Et la grosse différence avec les précédents mouvements, c'est que ils prennent vraiment les armes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a deux incidents assez terribles dans l'esprit des Japonais. C'est d'abord le détournement de l'avion Yodo. C'est le vol numéro 351 de la Japan Airlines. Qui était censé relier Tokyo et Fukuoka, et donc des membres de l'armée rouge japonaise le détournent, le font atterrir jusqu'en Corée du Nord pour se battre pour la liberté, la libération de la Corée du Sud, etc. Donc c'est la première prise d'otage aérienne de l'histoire. L'affaire du chalet Asama, où des membres de l'armée rouge japonaise tuent 8 membres dans une purge assez horrible. Et à partir de ce moment-là, la façon dont les Japonais voient leurs étudiants commettre ces actes change complètement, et tout bascule justement dans cette période où plus rien, comme disait Mathieu, plus rien n'est blanc, plus rien n'est noir. Et Nicolas, vous parliez justement de Godzilla et de l'imaginaire nucléaire. Dans Godzilla, la communauté est encore réassurante.
Godzilla, bien sûr, est réveillé par un essai nucléaire et commence par détruire Tokyo. Mais les gens essayent de se battre, de réagir. Il arrive en fait comme un ennemi commun que les gens doivent affronter. Et finalement, il y a un rétablissement du statu quo à la fin du premier film. Godzilla est mort, le savant japonais a réussi à en triompher. Il se donne la mort en même temps pour éviter que sa nouvelle arme ne tombe dans de mauvaises mains, etc. Tandis qu'avec Akira, on arrive dans une espèce d'horreur paranoïaque. Il y a plus aucune autorité. On voit les politiciens se battre ensemble, demander qui va prendre la responsabilité du désastre, etc. Un désastre qui est un petit peu célébré en quelque sorte, et le danger arrive vraiment de l'intérieur même de la collectivité, c'est-à-dire les jeunes enfants sur lesquels les militaires font des expériences, les gangs de bikers, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très différent par rapport à Godzilla. Kaneda ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Oh, Tetsuo, comment tu vas ? On est venu t'aider. Reste pas là comme un abruti. Vite, faut se dépêcher de sortir de là. Il est là! Attrapez-le, allez, dépêchez-vous! Ne m'approchez pas! Ça va? J'avais oublié ta maladresse. Ne t'inquiète pas, Kaneda. Je ne crois pas que j'aurais réellement besoin de ton aide si ça ne te dérange pas. Je pense plutôt que c'est toi qui auras besoin de la mienne. Quand tu voudras un coup de main, appelle-moi, mon vieux. À qui crois-tu parler? Fais gaffe à ce que tu dis quand tu t'adresses à moi. Ah, c'est comme ça que tu réagis quand la roue tourne, hein? Tu ne supportes pas. C'est moi le roi maintenant. Tu m'entends, Kaneda? Tu as compris? Voilà, extrait toujours d'Akira. Peut-être un mot tout de même l'un et l'autre, puisqu'on pense aujourd'hui Akira dans le contexte d'un sous-genre de la science-fiction qui est le cyberpunk. Comment est-ce qu'on peut relier le manga et l'animé à cette culture qui est une culture plutôt occidentale, portée plutôt par des auteurs occidentaux? Comment est-ce que vous faites le lien, vous, Mathieu Pinon? Parce que le cyberpunk, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a le cyber et le punk. On retrouve tout ce qui va être cyber avec tout le méca-design qu'Otomo développe avec un soin et une minutie hors du commun. Je pense notamment au satellite Sol 1 avec lequel ils vont tirer un laser gigantesque sur Tetsuo. Donc on a vraiment toutes ces recherches science-fictionnesques du mecha. Et le côté punk avec une véritable fracture sociale entre justement ces jeunes punks rebelles qui se bastonnent à moto, et toute une ville qui est entièrement dédiée au consumérisme. Très inspiré de Blade Runner. Oui, complètement. Les premiers plans de l'animé, quand on découvre Neo Tokyo, on a tous les néons. Impossible de ne pas faire de clin d'œil à Blade Runner. Bien sûr. Et on va parler de l'animé et de ce qui l'a apporté également techniquement, parce qu'il faut bien dire que Akira est aussi une immense claque visuelle. Mais j'aimerais peut-être, Danita Yandi, un mot rapide à ce propos et autour de ce qu'est la culture cyberpunk dans la culture japonaise et dans la culture de l'animé au moment où bien Otomo écrit Akira et à la sortie du film. Ouais, le cyberpunk au Japon, en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu a dit, surtout qu'au moment où Otomo dessine Akira, on n'a pas encore vraiment, effectivement, peut-être le côté complètement cyber, les ordinateurs, les téléphones portables, Internet, etc. D'un autre côté, l'explosion qu'on voit au départ qui rappelle immanquablement, comme vous l'avez évoqué, l'explosion nucléaire, c'est aussi un peu une explosion de l'information, c'est-à-dire c'est vraiment déjà le pouvoir psychique, donc le côté cérébral qui explose. Le cyberpunk au Japon se développe un peu plus tard, un peu après Akira, qui a en fait une grosse influence dans la mesure où beaucoup d'écrivains de science-fiction au Japon ont commencé à écrire du cyberpunk parce qu'ils se sont rendus compte
que le cyberpunk américain, qui utilise énormément le Japon en toile de fond, je pense là aux Neuromanciens par exemple, Gibson, a posteriori se dit tiens, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui attire, qui plaît aux gens, etc. Et plusieurs auteurs se mettent justement à écrire du cyberpunk plutôt à la suite, au milieu des années 90, début des années 90, milieu des années 90. Alors parlons justement de l'animé. L'adaptation est commandée, alors que Otomo est encore en train d'écrire le manga. Le film sortira en 88, alors même que le manga n'est pas encore terminé. Et on l'a dit un peu déjà, peu ou prou, de manière éparse, mais disons-le complètement, ce film est techniquement invraisemblable, Mathieu Pine. Ah, mais c'est une énorme claque à l'époque. L'animation japonaise avait des standards qui pouvaient, selon qu'on soit à la télévision ou au cinéma, ça avait déjà s'adapter avec des standards plus ou moins rigoureux. Pour les films d'animation, il y avait des standards très souvent d'animation à 12 images par seconde. Alors, je rappelle que la persistance rétinienne est d'environ 10 images par seconde. Donc déjà, à 12 images par seconde, on a l'illusion d'un mouvement assez fluide quand on parle d'animation, encore plus que de photogrammes réels. Mais non, Otomo a insisté pour avoir la majorité du film tourné à 24 images par seconde. Alors, beaucoup voudraient que tout le film soit à 24 images par seconde. Ce n'est pas le cas, mais la majorité du métrage est à 24 images par seconde. On est sur du 160 000 celluloïdes, donc ça veut dire que... énorme. Il faut bien concevoir que le celluloïde, il y a des personnes qui vont dessiner le mouvement, donc chaque étape du mouvement va être reproduite sur une feuille transparente, donc de papier celluloïde. On est en 1987-88 pour la production. À l'époque, il faut peindre tout ça à la main. Donc les couleurs doivent être identiques d'un celluloïde à l'autre pour pas que ça choque l'œil quand ça bouge. En plus de ça, les décors sont absolument gigantesques. On a vraiment des leçons de matte painting qui font encore des sueurs froides à certains créateurs occidentaux. Et comme si ça ne suffisait pas, le décor bouge systématiquement. Otomo s'est dit, tiens, quand on va avoir des motos qui vont rouler de nuit, on va jouer sur la persistance rétinienne, et donc on va avoir les traînées lumineuses laissées par les phares arrière des motos pour pouvoir suivre leur mouvement. C'est une véritable claque technologique, et encore aujourd'hui, rares sont les longs métrages d'animation japonais ou d'un autre pays à pouvoir prétendre rivaliser avec la perfection technique d'Akira. Et puis il faut dire un mot, Denis Taillandier. Je crois que c'est quelque chose qui reste de manière très très forte à la première vision du film. C'est la qualité des couleurs et la palette de ce film, la palette incroyable. Enfin, surtout au début, quand on a les premiers plans de Neo Tokyo et de ces poursuites de motos dans la rue, les couleurs sont absolument sidérantes. Oui, les couleurs sont sidérantes. La chose est assez connue justement qu'ils ont développé des centaines de couleurs qui n'existaient pas encore pour donner un ton tout à fait particulier à l'animé. 350 couleurs sur la palette, 350. Oui, tout à fait. Et ce qui est pourtant intéressant, c'est que par rapport au manga, si je peux faire un petit parallèle, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce jeu avec les couleurs, mais aussi ce jeu un petit peu entre le noir et la lumière que Mathieu évoquait, fait un petit peu que dans l'animé, on a l'impression que les personnages sont un peu attrapés dans ce Neo Tokyo, qu'ils peuvent pas en sortir, ils n'arrivent pas à voir très très loin. Il y a beaucoup de noir, des traînées de lumière, mais les perspectives sont pas si énormes comparées au manga qui, je trouve, a une dimension beaucoup plus tridimensionnelle. Oui, mais la lumière est un facteur primordial. C'est un film sur la lumière avant tout, vraiment. Ouais. Oui, et dans les prouesses techniques, on pourrait également parler de la synchronisation labiale, ce qui est quelque chose, vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est aussi là un exploit technique qui va à l'encontre de la façon dont on procède jusqu'à présent pour faire de l'animé. Tout à fait, mais alors, je vais même pas répondre à votre question parce que ce qui est encore plus marquant comme évolution technologique, c'est qu'on a des premières images de synthèse dans un dessin animé japonais à l'époque, notamment quand le professeur fait la simulation des auras de pouvoir entre celle de Tetsuo et celle d'Akira qui rentre en synchronisation justement. C'est la première fois qu'on avait ce genre d'images de synthèse dans l'animation japonaise. Donc oui, et puis alors, pour ce qui est de la synchronisation labiale, je ne sais plus si les comédiens de doublage ont tourné après ou avant. D'habitude au Japon, on tourne avant et ensuite on fait la voix derrière. Et je crois que pour Akira, ils ont fait l'inverse. Mais là, je me trompe peut-être, donc je voudrais surtout pas me mouiller. Denis Taillandier.
Non, il me semble bien que c'est ça aussi. Je voudrais pas me tromper, mais il me semble que... Ils ont calqué les images sur les voix, c'est ça. D'accord, Ouais. donc ça c'est classique au Japon. Ils ont déjà dessiné, et c'est ensuite les acteurs vocaux qui ont plaqué les voix sur les dessins, me semble-t-il. Mais si je puis me permettre, pour bien comprendre ce que représente Akira, en fait, il faudrait voir en comparaison un film qui est sorti l'année précédente au Japon et qui s'appelait Les ailes de Honeamise, qui, comme Akira, est un film avec un budget considérable. Et Les ailes de Honeamise, ça se résume très très facilement pour un public occidental, c'est l'étoffe des héros. Voilà, sur un monde différent de chez nous, mais c'est vraiment la conquête spatiale. Et quand dans les années 60, on avait tout le programme Apollo aux États-Unis, on voyait les Américains qui râlaient de voir autant de pognon partir là-dedans et ne pas s'occuper de la foule. Il y a notamment le fameux poème White Man on the Moon. Et ben Akira, c'est un peu ce pendant-là, c'est un peu le pendant White Man on the Moon. C'est on voit bien que Tokyo est en train de devenir la ville du futur, la ville électronique qu'on nous vend comme un rêve. Mais il y a combien d'êtres humains qui restent sur le carreau à cause de ça? Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Quelque part, on sacrifie notre jeunesse. Les gamins sur lesquels on fait des expériences, on peut le voir un petit peu comme ce genre de métaphore. Donc c'est très amusant parce que c'est deux films qui ont nécessité un budget colossal et qui tous les deux n'ont pas eu un succès phénoménal au box-office. Qu'est-ce qui se passe, Tetsuo? Ça fait mal, hein? Il me faut un médicament. Du laboratoire. Professeur, vous entendez? Oui, colonel, allez-y. Et au niveau visuel? Là, j'ai peur que ce ne soit pas très net. Les drogues que nous avons utilisées pour le garder sous contrôle font moins d'effet. Il ne sera pas capable de contrôler son pouvoir qui augmente rapidement. Il est dans un état très instable. Il faut retourner au laboratoire, te faire soigner. Ta vie est en danger. Vous voulez dire que je devrais retourner dans cette pouponnière et me laisser faire, hein? Vous voulez utiliser des produits chimiques pour me changer en humanoïde comme les autres enfants? Voilà, on approche de la fin de cette émission et de la fin du film. J'aimerais qu'on examine dans les minutes qui nous restent un peu la postérité d'Akira. Déjà, qu'est-ce qui rend, selon vous, parce que je suis pas sûr qu'on ait vraiment répondu à cette question, Akira aussi important dans la pop culture? Pourquoi est-ce que c'est devenu un pilier de la pop culture de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle? Mathieu Pinot. Je pense que Denis a très bien répondu à cette question un peu plus tôt, au sens où ça a été le moment où les Japonais se sont emparés du genre cyberpunk et ont pu le développer à leur propre sauce. On va retrouver à la fois cet héritage dans la production japonaise. Je pense notamment à des œuvres comme Gun, des œuvres comme Ghost in the Shell, des œuvres comme Eden, qui sont vraiment les héritiers en droite ligne d'Akira. Vous parlez des quatre évangiles du cyberpunk. Oui, ce sont les 4 évangiles du cyberpunk pour moi. Et justement, Eden ressort en ce moment et je le relis actuellement, c'est une véritable merveille, toujours aussi intense et justement avec des scénarios qui sont très très denses, qui brassent énormément de thématiques. Et à l'inverse, ça a été une claque par rapport au monde occidental qui a découvert la puissance de feu de la créativité japonaise. Et c'est pas pour rien que dans Ready Player One, par exemple, le film de Steven Spielberg, quand même le chantre du divertissement américain, on retrouve la moto de Kaneda, cette moto rouge iconique qui apparaît dans le film à plusieurs reprises. Denis Taillandier, alors Mathieu Pilon vient de reprendre votre réponse, mais comment est-ce que vous l'expliqueriez peut-être pour le public occidental ou d'un point de vue français? D'un point de vue français, j'aurais du mal à vous répondre. Ou alors d'un point de vue japonais, alors, si vous voulez. Mais non, mais du point de vue japonais, et notamment de cette espèce de transaction entre le Japon et les États-Unis, je pense que c'est réellement ça. À partir du moment où Akira débarque aux États-Unis et a posteriori, où le Japon reçoit la façon dont l'étranger, dont les Américains et dont les Français, les Européens ont reçu Akira, fait que derrière, beaucoup, et c'est pas uniquement dans le manga, justement, beaucoup se lancent dans l'aventure cyberpunk, alors que pendant un moment, c'était quelque chose qui était plutôt considéré comme américain. Donc on a par exemple l'émergence du Gibson japonais, Goro Masaki, qui commence justement à écrire des choses un peu dans cette veine, par influence non seulement
des œuvres américaines, mais d'Akira et par la suite de Ghost in the Shell. En fait, je pense avoir une réponse à votre question qui vient de m'apparaître. C'est que l'un des éléments majeurs du cyberpunk dans les années 80 qui apparaît, c'est la matrice, le réseau. Alors que Internet n'existe même pas pour le grand public, on est à peine à ses balbutiements pour les scientifiques et pour l'armée. On trouve très sévère avec le Minitel. Et je pense que Akira a permis justement une connexion entre des artistes de différents continents qui jusqu'ici ne se connaissaient peut-être que de nom. Otomo a clairement assumé son influence de Moebius. Jean Giraud, le français. Il y a eu un pont qui s'est créé entre deux, et de même pour la sortie d'Akira aux États-Unis, comme à l'époque il était inimaginable qu'on sorte un comics en noir et blanc, il a été colorisé, et c'est Otomo lui-même qui a demandé à ce que ce soit Steve Oliff qui s'occupe de la colorisation, parce que Steve Oliff était quelqu'un qui était très novateur en faisant de la colorisation sur ordinateur. On était sur du Photoshop 0.1 à l'époque, et cette personne et Otomo apprécier cette démarche. Et donc, on a retrouvé des ponts qui sont créés entre des artistes japonais, européens, américains, alors qu'Internet n'existait pas encore. Et en ça, on a un côté très novateur qui vient avec ce cyberpunk à la japonaise. Denis Taillandier, pour conclure, la suite du travail d'Otomo, finalement, c'est une sorte d'œuvre phare qui a éclipsé tout le reste. Est-ce que au Japon, il a gagné en tout cas, ses œuvres suivantes ont suscité autant d'intérêt et de passion? Je pense pas autant. C'est assez intéressant d'ailleurs puisqu'il collabore déjà et ensuite encore avec le réalisateur Satoshi Kon. Mais même Satoshi Kon est pas si connu au Japon. Peu de gens ont réagi à sa mort, par exemple. Lui qui avait animé le roman de Tsutomu Yasutaka, Paprika. Il y a eu très peu de réactions, etc. Je pense pas, par exemple, qu'un animé comme Lojin Z ou même Memory ait eu autant d'impact que Akira au Japon. Non, en fait, grâce à son statut qu'il a acquis, Otomo maintenant aide des jeunes talents qu'il découvre et pour qui il a vraiment une admiration hors du commun à pouvoir s'imposer. Donc au début, il les prend sous son aile pour qu'il l'assiste dans ses travaux, et ensuite il les laisse partir. Et une des dernières œuvres qu'a fait Otomo, qui s'appelle Freedom, c'était une tentative pour lui de se mettre à la 3D avec cel shading. Toute l'œuvre est en 3D cel shading. Elle est pas formidable, c'est une espèce de gigantesque pub pour Cup Noodle pendant 12 ou 13 épisodes. Mais lui, c'était la performance technique qui l'intéressait. Et donc, il a bossé avec des petits jeunes qui s'y mettaient et qui, dans 5, 10, 15 ans, vont peut-être devenir de nouveaux leaders de l'animation japonaise. Et en un mot pour conclure, pour ou contre l'adaptation live action portée par Leonardo DiCaprio, éventuellement réalisée par Taika Waititi? Quel intérêt? Quel intérêt? Denis Taillandier? À la suite de Ghost in the Shell et de Battle Angel Alita, non. No way. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Mathieu Pinon, Denis Taillandier, voyez si vous ne l'avez pas vu, revoyez-le autant que vous le pouvez, surtout avec cette magnifique remasterisation 4K. Et écoutez la bande originale. Voilà. Et on n'a pas eu le temps de parler de la musique. Vous avez pu l'entendre néanmoins de loin en loin c'est ce que nous sommes en train d'écouter en ce moment. Donc vous pouvez le revoir. C'est en Blu-ray, en remasterisation 4K avec une nouvelle traduction française d'ailleurs qui a été mise à jour. La BD, vous pouvez évidemment la retrouver, l'original en noir et blanc ou colorisé, c'est chez Glénat. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Olivier Bétard à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. La semaine prochaine, c'est le camarade Antoine Beauchamp qui prendra le siège de la méthode scientifique. Il vous parlera lundi des systèmes racinaires, mardi de Titan, le satellite si particulier avec ses fleuves de méthane. Mercredi, nous parlerons des chimères homme-animal. Jeudi, ce sera une histoire de l'hygiénisme et un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Retrouvez Antoine Beauchamp dans la méthode. Ce sera lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.